Versailles, vous connaissez les dorures, les miroirs, les jardins tirés au cordeau, le palais le plus célèbre du monde. Mais à 800 mètres de la galerie des miroirs, il y a un endroit dont personne ne parle, un endroit où un éléphant offert par le roi du Congo agonise dans le froid d'un hiver qu'il n'aurait jamais dû connaître, où un rhinocéros est enfermé dans un espace si étroit qu'il ne peut même pas se retourner, où des centaines d'oiseaux tropicaux meurent chaque année parce que personne ne sait comment les garder en vie. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est ce qu'on fait de leur corps. Quand ils meurent, et ils meurent vite, on les ouvre devant un public, des courtisans en perruque qui regardent des scientifiques plonger les mains dans les entrailles d'un lion, comme un spectacle. Parce qu'à Versailles, même la mort d'une bête doit servir la gloire du roi. Louis XIV n'a pas seulement construit le plus grand palais d'Europe, il a construit le plus grand zoo du continent, plus de 1000 animaux, des éléphants, des tigres, des autruches, des chameaux, des singes, des créatures que la plupart des Français n'avaient jamais vues et ne verraient jamais. Et ce zoo raconte, mieux que n'importe quel livre d'histoire, comment un seul homme concevait le monde, tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui existe sur cette terre lui appartient. La ménagerie de Versailles n'était pas un divertissement. C'était une déclaration de domination sur le vivant tout entier. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir. Et à la fin, dites-moi si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Je suis tombé sur les registres de la ménagerie royale, presque par hasard. Je cherchais autre chose dans les fonds de Versailles, une correspondance sur l'étiquette de cour. Et je suis tombé sur des inventaires, des listes d'animaux, des rapports de gardiens, des comptes rendus de dissection. J'ai d'abord pensé que c'était un sujet secondaire, un chapitre anecdotique, puis j'ai commencé à lire, vraiment lire, et j'ai compris que ce lieu oublié, cette ménagerie dont plus personne ne parle, contenait peut-être la vérité la plus concentrée sur ce qu'était Versailles. Un système où tout, absolument tout, servait un seul homme. Voici ce que j'ai trouvé. 1664. Louis XIV a 26 ans. Il vient de prendre le pouvoir seul, sans Mazarin, sans régent, sans personne pour lui dire non. Et parmi les premières commissions qu'il passe à son architecte Louis Levaux, il n'y a pas une nouvelle aile du château, pas une fontaine, pas un salon, un zoo. Le mot n'existe pas encore, on dit ménagerie. Mais l'idée est la même, un lieu clos où l'on enferme des animaux pour les regarder. Sauf que Louis XIV ne veut pas un enclos de campagne avec quelques cerfs et 2 ponts. Il veut quelque chose que personne en Europe n'a jamais vu. Quelque chose qui dira au monde entier, sans un mot, ce que ce roi de 26 ans pense de lui-même. Levaux conçoit un bâtiment étrange, octogonal, 8 côtés. Au centre, un salon surélevé avec de grandes fenêtres ouvertes sur tous les enclos. Le roi entre, s'assoit et sans bouger de son fauteuil, il voit tout. Les oiseaux à gauche, les fauves à droite, les bêtes exotiques en face, tout le monde animal, disposé en cercle autour de lui, soumis à son regard. Et je dois être honnête, quand j'ai vu les plans de Levaux pour la première fois, ce n'est pas la ménagerie qui m'a frappé, c'est la ressemblance avec le reste de Versailles, le roi au centre, le monde autour. La même architecture, la même logique,
qu'il s'agisse de courtisans ou de gazelles. Le regard royal ne fait pas la différence. Les travaux commencent immédiatement. Le chantier avance vite, plus vite que celui du château lui-même, ce qui en dit long sur les priorités. En quelques mois, les premiers enclos sont prêts. Les premières commandes partent vers l'Afrique du Nord, vers le Levant, vers les comptoirs français d'outre-mer. Le roi veut des oiseaux rares, des gazelles, des autruches, et il les veut maintenant. Mais ce n'est pas un caprice, ou plutôt, ce n'est pas seulement un caprice. Les ambassadeurs étrangers comprennent très vite ce qui se joue. Un roi qui possède un éléphant d'Afrique possède symboliquement un morceau d'Afrique. Un roi qui expose un tigre du Bengale dans ses jardins dit quelque chose sur sa relation avec l'Orient. Chaque animal qui entre à Versailles est un message diplomatique, un acte de soumission, une preuve vivante et respirante que le monde obéit à la France, et le monde obéit. Le roi du Siam envoie des oiseaux extraordinaires, des espèces que les naturalistes français n'ont jamais décrites. Le sultan ottoman offre des autruches, accompagnées d'une lettre de courtoisie si fleurie qu'on pourrait croire à une déclaration d'amour entre empires. Le roi du Congo envoie un éléphant. Le voyage dure des mois. L'animal arrive épuisé, amaigri, terrorisé par le bruit et le froid. Mais il arrive vivant. Et c'est tout ce qui compte, la ménagerie se remplit. En moins de 10 ans, Versailles possède la collection animale la plus diverse du continent, plus riche que la tour de Londres, qui n'a jamais été qu'un chenil glorifié, plus variée que les collections des Médicis, dispersées entre Florence et Rome, plus spectaculaire que tout ce que l'Espagne, le Portugal ou la Hollande ont jamais rassemblé, malgré leurs empires coloniaux. Louis XIV le sait, il fait visiter la ménagerie à chaque ambassadeur, chaque prince étranger, chaque invité de marque. Le parcours est toujours le même. D'abord le château, ensuite les jardins, et enfin, comme un point final, la ménagerie. La visite se termine devant les enclos. Le message est clair. Vous avez vu ma maison, vous avez vu mes jardins. Maintenant, voyez ce que le monde m'envoie. La plupart des documentaires présentent tout ça comme une curiosité, un roi qui aimait les animaux, un passe-temps royal, un chapitre amusant de l'histoire de Versailles. Mais quand on lit les correspondances diplomatiques, quand on voit les négociations, les marchandages, les pressions exercées sur les ambassadeurs pour qu'ils trouvent des bêtes toujours plus rares, toujours plus impressionnantes, on comprend autre chose. Ce zoo est une carte du monde, et chaque enclos dit la même chose, ce territoire m'obéit. Ce que personne ne dit, c'est ce qui se passe quand les cages se remplissent, quand les animaux ne sont plus des symboles, mais des êtres vivants qui ont faim, qui ont froid, qui tombent malades dans un climat qu'ils n'ont pas choisi, quand la logique du pouvoir entre en collision avec la réalité du vivant. C'est là que l'histoire change. Un matin d'été, vers 1680, le soleil n'est pas encore haut, mais la chaleur est déjà lourde. Dans les enclos de la ménagerie, les gardiens font leur ronde. Ils commencent toujours par les oiseaux, les plus fragiles, les premiers à mourir quand quelque chose ne va pas, puis les fauves, puis les grands herbivores. Le parcours prend 2 heures, parfois 3, quand il faut traîner un cadavre hors d'un enclos avant que les visiteurs n'arrivent. L'odeur est ce qui frappe d'abord. Pas l'odeur d'un jardin zoologique moderne, ventilé, nettoyé, contrôlé. Non, l'odeur d'un lieu où des centaines d'animaux vivent, mangent, défèquent et meurent
dans des espaces que personne ne sait vraiment entretenir. Les gardiens de la ménagerie ne sont pas des soigneurs, ce sont des domestiques, des hommes qui, la veille encore, s'occupaient de chevaux ou de chiens de chasse et à qui on a confié, du jour au lendemain, la responsabilité de bêtes qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils ne comprennent pas, dont ils ignorent tout. Et ces bêtes sont extraordinaires. À son apogée, la ménagerie de Versailles abrite des éléphants, un rhinocéros, des lions, des tigres, des ours, des léopards, des autruches, des casoars, ces oiseaux géants d'Asie du Sud-Est dont le bec peut ouvrir un homme, des flamants roses, des pélicans, des grues couronnées, des singes de plusieurs espèces, des gazelles, des chameaux, des zébus, des civettes, des porcs-épics, des tortues géantes, plus de 1000 animaux à certaines périodes, peut-être davantage. Les inventaires ne sont pas toujours fiables. On comptait les grands mammifères avec soin, mais les oiseaux, les petits singes, les animaux jugés remplaçables, on les comptait moins. La logistique est un cauchemar permanent. Nourrir un éléphant dans la France du XVIIe siècle, c'est un problème que personne n'a résolu avant. Combien mange-t-il par jour? Personne ne le sait exactement. Que mange-t-il en hiver? Quand l'herbe a disparu, on improvise. Du foin, du pain, parfois du vin, parce que quelqu'un a entendu dire que les éléphants en boivent en Afrique. C'est faux, évidemment. Mais personne n'est allé vérifier en Afrique. Trouver de la viande fraîche pour les fauves en janvier est un autre défi. Les lions mangent entre 5 et 8 kilos de viande par jour, par lion. Et il y en a plusieurs. En plein hiver, quand les routes sont impraticables et que les boucheries de Versailles peinent à approvisionner les cuisines du château, les fauves passent en dernier. Ils maigrissent, ils deviennent dangereux. Les gardiens ont peur, avec raison. Le chauffage n'existe pas, pas au sens où nous l'entendons. On allume parfois des braseros près des enclos des oiseaux tropicaux. La chaleur se dissipe en minutes. Les perroquets, les toucans, les oiseaux de paradis, des créatures nées sous des canopées équatoriales où la température ne descend jamais en dessous de 20 degrés, se retrouvent exposés aux hivers français, -5, -10 certaines faunes nuits. Ils meurent, par dizaines, par centaines certains hivers. Les registres notent les pertes avec une sécheresse administrative qui glace le sang. Morts de froid, 14 perroquets, 6 toucans, 3 flamands. Comme on noterait la perte de vaisselle cassée lors d'un banquet. Et quand les animaux tombent malades, parce qu'ils tombent malades constamment dans un environnement qui les tue à petit feu, la médecine n'a rien à offrir. Les vétérinaires au sens moderne n'existent pas encore. On appelle des maréchaux ferrants, des apothicaires, parfois les médecins du roi eux-mêmes, quand l'animal est suffisamment précieux. Et ces médecins appliquent aux bêtes exactement les mêmes traitements qu'aux humains. Saignée, purge, cataplasme de plantes, clistère. On saigne un rhinocéros comme on saignerait un duc, avec la même conviction, la même ignorance et les mêmes résultats. Les bêtes meurent, beaucoup, vite. Le cas le plus documenté est celui de l'éléphant offert par le roi du Portugal. Certains disent le roi du Congo. Les sources se contredisent, et je ne prétends pas trancher ce que les archives elles-mêmes n'ont pas tranché. L'animal arrive vivant après des mois de traversée maritime. Il est exposé aux courtisans. L'émerveillement est total. Personne à Versailles n'a jamais vu un éléphant de ses propres yeux. La taille, le bruit, cette trompe qui attrape la nourriture qu'on lui tend. Les dames de la cour sont terrifiées
et enchanté en même temps. Le roi est satisfait. L'éléphant meurt en moins de 2 ans. Le froid, la nourriture inadaptée. Le stress, parce que oui, un éléphant enfermé dans un espace de quelques dizaines de mètres carrés, exposé au regard de centaines de visiteurs chaque semaine, subit un stress que les hommes du XVIIe siècle ne pouvaient même pas concevoir. On l'a nourri, abrité. Ce n'était pas de la malveillance. Ce mot est trop simple pour ce qui se passait ici. C'était de l'ignorance, totale, profonde, systémique. Et puis, il y a les combats. Louis XIV organise parfois des affrontements entre animaux pour divertir la cour. Un éléphant contre un tigre, des ours contre des chiens de chasse, des taureaux contre des fauves. Ces spectacles sont documentés dans les mémoires des courtisans qui les décrivent avec le même ton qu'un compte-rendu d'opéra. Qui a gagné? Combien de temps ça a duré? Si le roi a semblé satisfait, pas un mot sur les bêtes blessées, pas un mot sur celles qui meurent après, lentement, de leurs plaies infectées. Elles n'existent que le temps du spectacle. Après, elles disparaissent des textes. Un gardien anonyme, on ne connaît même pas son nom, note dans un registre d'une écriture serrée la mort d'un casoar de cause inconnue, un matin de janvier. Pas de commentaire, pas de regret, juste une ligne dans un inventaire. Et la ligne suivante concerne déjà la commande de remplacement. Entre 1668 et 1710, l'Académie royale des sciences a disséqué plus de 100 animaux provenant de la ménagerie de Versailles. Peut-être davantage, les registres de l'Académie ne sont pas tous complets et certaines dissections mineures n'ont probablement jamais été consignées. Mais le chiffre officiel, celui qu'on retrouve dans les publications, dépasse la centaine. Lionce, éléphant, casoar, autruche, gazelle, singe, dromadaire, civette. Tout ce qui meurt à la ménagerie finit sur une table, et ces dissections ne se font pas dans l'ombre. Elles sont publiques, organisées, annoncées à l'avance. Les courtisans viennent, les dames de la cour viennent, en robe de soie, avec des mouchoirs parfumés pressés contre le nez. Des visiteurs étrangers demandent à y assister comme on demanderait une place à l'opéra. L'anatomie d'un éléphant au XVIIe siècle, c'est un événement, un spectacle que seule la France peut offrir, parce que seule la France possède des éléphants à ouvrir. L'homme qui dirige ces travaux s'appelle Claude Perrault. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais celui de son frère, oui, Charles Perrault, l'auteur de Cendrillon, du Petit Chaperon rouge, de La Belle au bois dormant. Les contes de fées les plus célèbres de la langue française sont écrits par le frère d'un homme qui passe ses journées les mains dans les entrailles de bêtes mortes. Il y a quelque chose là-dedans, les contes de fées d'un côté, la réalité des viscères de l'autre, qui résume assez bien Versailles. Claude Perrault est médecin de formation, architecte par vocation. C'est lui qui dessine la colonnade du Louvre et anatomiste par passion. Quand Colbert crée l'Académie royale des sciences en 1666, Perrault y voit une opportunité sans précédent. La ménagerie du roi produit des cadavres d'animaux exotiques à un rythme régulier, des bêtes que personne en Europe n'a jamais ouvertes, des corps dont l'anatomie interne est totalement inconnue. Pour un scientifique du XVIIe siècle, c'est une mine d'or qui sent la mort, mais une mine d'or quand même. Le processus est rodé. Un animal meurt à la ménagerie. On prévient l'Académie. Le corps est transporté, parfois en charrette, parfois à dos d'homme pour les plus petits.
jusqu'à la salle de dissection. Et là, Perrault et ses collègues commencent. Ils ouvrent, ils mesurent, ils pèsent chaque organe. Ils comparent avec ce qu'ils connaissent, l'anatomie humaine, l'anatomie du cheval, du chien. Ils cherchent les rameaux, les ressemblances et les différences. Ils dessinent tout. Les dessins, c'est peut-être ce qui reste de plus troublant. Perrault emploie des graveurs de premier ordre. Les planches qu'ils produisent sont d'une précision et d'une beauté extraordinaires. Le squelette complet d'un casoar, chaque os à sa place, rendu avec une exactitude qui ne sera pas surpassée avant 2 siècles. Les organes internes d'un lion, disposés comme sur un étal, chacun étiqueté. Les muscles d'un dromadaire, couche après couche, dans un dégradé de rouge et de rose qui relève autant de l'art que de la science. J'ai passé des heures avec ces planches. Des heures. Elles sont belles, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est précisément ce qui met mal à l'aise. Parce que chaque trait de crayon, chaque détail anatomique, chaque planche qu'on admire aujourd'hui dans les bibliothèques est le produit direct d'une mort, d'un enfermement, d'un animal arraché à son territoire, transporté sur des milliers de kilomètres, enfermé dans un enclos trop petit, sous un ciel trop froid, et mort de ce que nous n'avions pas les moyens de comprendre. En 1671, Perrault publie le premier volume de ses Mémoires pour servir à l'histoire naturelle des animaux. L'ouvrage est monumental. C'est, de fait, l'un des premiers travaux d'anatomie comparés jamais produits en Europe. Avant Perrault, personne n'avait systématiquement ouvert, mesuré et comparé les organes de dizaines d'espèces différentes. Après lui, la zoologie ne sera plus la même. Buffon le lira. Cuvier le citera. Darwin, 2 siècles plus tard, s'en servira comme référence. Mais voici le paradoxe que personne ne formule clairement. La ménagerie tue les animaux, par ignorance, par négligence, par inadaptation totale des conditions de vie, et la science profite de ces morts. Chaque cadavre est une opportunité. Chaque hiver meurtrier est une saison de récolte pour l'Académie. Plus la ménagerie échoue à garder ses bêtes en vie, plus la science avance. La connaissance naît de la souffrance, pas par cruauté délibérée. Je ne crois pas que Perrault ait jamais souhaité la mort d'un seul animal, mais par un système dont la logique interne produit exactement ce résultat, et le roi approuve, évidemment. Les publications de l'Académie portent la gloire de la France aussi sûrement que les victoires militaires. Louis XIV finance les dissections comme il finance les campagnes. Le prestige est le même. La France sait ce qu'il y a à l'intérieur d'un éléphant. L'Angleterre, non. L'Espagne, non. La Hollande, non. La science est une arme, et la ménagerie en est le fournisseur. Ce lien entre Versailles et le savoir va survivre bien au-delà de Louis XIV. Les spécimens de la ménagerie, conservés, mesurés, dessinés, constituent le premier fond de ce qui deviendra le Muséum national d'histoire naturelle, l'une des plus grandes institutions scientifiques du monde, née des cadavres d'animaux qui n'auraient jamais dû mourir à Versailles, mais je vais trop loin peut-être. Les hommes du XVIIe siècle ne pensaient pas comme nous. Ils ne voyaient pas ce que nous voyons. Perrault ouvrait un lion avec la même curiosité émerveillée qu'un enfant qui démonte une horloge, et il serait injuste de lui prêter une conscience qui n'existait pas encore. Ce que je peux dire, c'est que les archives permettent de voir le système dans son ensemble. Le roi capture, le roi enferme, le roi exhibe, l'animal meurt, le scientifique ouvre, le graveur dessine, le livre paraît, le roi est glorifié,
et on recommence. On ne saura probablement jamais combien d'animaux sont passés par cette ménagerie au total. Les registres sont incomplets. Certains ont été perdus, d'autres n'ont jamais existé. Personne ne comptait les oiseaux morts en hiver. Il y a un moment, et c'est difficile à dater avec précision, où la ménagerie cesse d'être une fierté et devient un embarras. Ça ne se fait pas d'un coup, pas de décret, pas de décision, plutôt un glissement. Louis XIV vieillit, les guerres coûtent cher. La guerre de succession d'Espagne, à elle seule, saigne les finances du royaume pendant plus de 10 ans. Les budgets se resserrent, et quand les budgets se resserrent, on ne coupe pas dans les appartements du roi, on ne coupe pas dans les repas de la cour, on coupe dans ce qui ne se voit pas, les enclos, les gardiens, la nourriture des bêtes, les commandes d'animaux exotiques ralentissent, puis s'arrêtent. Les ambassadeurs continuent parfois d'envoyer des cadeaux vivants, par habitude diplomatique, par flatterie, mais le roi n'en fait plus un événement. L'éléphant de 1680 avait été reçu comme un trophée. Les oiseaux qui arrivent en 1708 sont à peine mentionnés dans la correspondance de cour. Le spectacle est terminé. Ce qui reste, c'est de l'entretien. Et l'entretien n'intéresse personne. Louis XIV meurt en 1715. La ménagerie compte encore quelques dizaines d'animaux, des survivants, des bêtes robustes qui ont tenu malgré le froid, malgré la faim, malgré l'ignorance de leurs gardiens. Mais le faste est loin, les enclos se dégradent, les toitures fuient. L'octogone de Levaux, ce salon central d'où le roi voyait tout, n'est plus entretenu. Louis XV s'installe à Versailles. Il a d'autres passions. Il aime la botanique, pas la zoologie. Il fait aménager des jardins, des serres, des potagers expérimentaux. La ménagerie, il la tolère. Il n'y va presque jamais. Les crédits fondent. Les gardiens sont réduits au minimum. Parfois 2 ou 3 hommes pour l'ensemble du site. Les animaux qui meurent ne sont plus remplacés. On ferme des enclos. On laisse la végétation envahir les cours. Un visiteur anglais, de passage en 1743, note dans son journal que la ménagerie royale de Versailles ressemble à une ferme abandonnée avec quelques bêtes tristes. Le mot est cruel, il est probablement exact, et puis il y a Louis XVI. Louis VI est un homme curieux, bien plus qu'on ne le dit généralement. Il s'intéresse aux sciences, à la navigation, aux arts mécaniques, mais la ménagerie de son arrière-arrière-grand-père ne l'attire pas. Il a d'autres urgences. Le royaume est en faillite. La cour gronde. Le peuple a faim. Personne à Versailles ne se soucie du sort de quelques animaux mal nourris dans des enclos qui tombent en ruine. Quelques bêtes subsistent pourtant, des oiseaux, surtout, quelques singes, un dromadaire dont personne ne sait plus très bien l'âge ni l'origine. La ménagerie existe encore, officiellement. Dans les faits, c'est un cimetière vivant, 1789. La Bastille tombe le 14 juillet. En octobre, la foule marche sur Versailles et ramène le roi à Paris. Le château se vide, les courtisans fuient, les domestiques disparaissent et dans les enclos de la ménagerie, les derniers animaux se retrouvent seuls, vraiment seuls, plus de gardiens, plus de nourriture régulière, plus personne. Ce qui se passe ensuite est mal documenté, et c'est peut-être volontaire. Les révolutionnaires voient dans les animaux exotiques ce qu'ils voient donc dans les miroirs dorés et les lustres de cristal, des symboles de la tyrannie, de l'argent du peuple gaspillé pour le plaisir d'un seul homme. Certains animaux sont tués, d'autres sont simplement lâchés
et meurt de froid ou de faim dans les jardins de Versailles, ce qui est peut-être pire. Les sources sont contradictoires. Certains mémoires parlent de massacre, d'autres d'indifférence. La vérité est probablement quelque part entre les deux, un mélange de colère, de négligence et de chaos. Mais quelques-uns survivent, et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'inattendu. Bernardin de Saint-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie, un homme de lettres devenu administrateur par les hasards de la Révolution, est nommé directeur du Jardin du Roi à Paris, rebaptisé Jardin des Plantes. Il apprend que des animaux vivants subsistent à Versailles. Il organise leur transfert. Des charrettes partent de Versailles vers Paris. Dedans, les derniers rescapés de la ménagerie royale. Des bêtes maigres, malades pour la plupart, traumatisées par des mois d'abandon. Elles arrivent au Jardin des Plantes. On leur construit des enclos. Pas luxueux, la République n'a pas plus d'argent que la monarchie à la fin. Mais des enclos, avec des gardiens, avec de la nourriture, avec, pour la première fois peut-être, une forme d'attention qui ne relève pas de la mise en scène. Ces animaux, les rescapés de Versailles, deviennent les premiers pensionnaires de ce qui deviendra la ménagerie du Jardin des Plantes, l'une des plus anciennes du monde, toujours ouverte aujourd'hui. La République a hérité des cages de la monarchie, et pas seulement pour les animaux, mais c'est une réflexion qui m'entraînerait trop loin. Ce qui est sûr, c'est ceci, le pouvoir change, les drapeaux changent, les discours changent, les cages restent. J'y suis allé, un matin de novembre, seul, avec les plans de Levau dans mon sac. Le parc de Versailles est immense, et la plupart des visiteurs ne s'éloignent jamais du château. Ils voient d'un seul la galerie des miroirs, les grands appartements, le jardin à la française depuis la terrasse, et ils rentrent chez eux convaincus d'avoir vu Versailles. Ils n'ont vu que la façade. La ménagerie est à l'autre bout du domaine. Il faut marcher, longtemps, passer le Grand Canal, dépasser le Trianon, suivre un chemin que presque personne n'emprunte. Il ne reste presque rien. Quelques murs, des fondations à peine visibles sous l'herbe, un tracé au sol qu'on ne reconnaît que si on a les plans sous les yeux. Et encore, il faut de l'imagination. L'octogone de Levau, ce salon central d'où le roi dominait le monde animal, a disparu. Les enclos ont disparu. Les grilles ont été fondues, probablement pendant la Révolution, quand on fondait tout ce qui contenait du métal pour en faire des canons ou de la monnaie. Les bâtiments ont été démolis pierre par pierre au XIXe siècle, récupérés comme matériaux de construction pour des fermes voisines. L'endroit est silencieux, pas le silence d'un lieu paisible, celui d'un lieu vidé. Je suis resté là un moment, avec cette sensation étrange qu'on a quand on sait ce qui s'est passé quelque part et que le lieu lui-même refuse de le montrer. Ici, un éléphant a agonisé. Là, des centaines d'oiseaux ont gelé dans des hivers qu'ils n'auraient jamais dû connaître. À quelques mètres, Perrault a ouvert ses premiers cadavres et des graveurs ont dessiné des planches qui sont aujourd'hui conservées dans les plus grandes bibliothèques du monde. Tout ça ici, sur cette herbe, entre ces pierres que plus personne ne regarde. Mais l'héritage, lui, n'a pas disparu. Les travaux de Perrault et de l'Académie royale des sciences ont fondé l'anatomie comparée en Europe. Avant la ménagerie de Versailles, personne n'avait systématiquement étudié les organes internes de dizaines d'espèces exotiques. Après la zoologie avait un socle. Fragile, incomplet, parfois erroné,
mais un socle. Buffon s'en est servi pour écrire son « Histoire naturelle ». Cuvier, le père de la paléontologie, a travaillé directement à partir des collections du Muséum qui descendaient en ligne droite des spécimens de Versailles. Et Darwin, dans L'origine des espèces, cite des observations d'anatomie comparées dont la généalogie remonte, si on tire le fil assez loin, jusqu'aux tables de dissection de l'Académie royale. La science moderne doit quelque chose à ce lieu. C'est un fait, pas un fait confortable, mais un fait. Et la ménagerie du Jardin des Plantes, celle où les rescapés de Versailles ont fini leur jour, est toujours ouverte. On peut y aller, n'importe quel après-midi. Le prix d'entrée est modeste. Les enclos sont petits. Ils l'ont toujours été. C'est l'un des plus vieux zoos du monde. Et l'espace ne s'est jamais agrandi. Les enfants pressent leur visage contre les vitres. Les parents lisent les panneaux explicatifs. Personne ne pense à Versailles. Personne ne pense à Louis XIV. Personne ne sait que cet endroit existe parce qu'un roi a voulu prouver au monde que tout ce qui vit lui appartenait et qu'une révolution a récupéré ses restes. Ce que la ménagerie de Versailles raconte, et c'est peut-être la leçon la plus inconfortable de toute cette histoire, ce n'est pas la cruauté d'un roi. Louis XIV n'était pas cruel envers ses animaux, pas plus qu'il n'était cruel envers ses courtisans d'ailleurs, et cette comparaison n'est pas innocente. Il les possédait, il les exhibait, il tirait d'eux tout ce qu'il pouvait tirer, prestige, savoir, spectacle, soumission, et quand ils mouraient, il les remplaçait. Le système n'avait pas besoin de cruauté, il avait besoin d'indifférence, et l'indifférence, à Versailles, était la chose la mieux partagée. Ce qui trouble, 3 siècles après, ce n'est pas ce que Louis XIV a fait, c'est que personne n'a trouvé ça choquant. Les courtisans venaient admirer les bêtes comme on visite un musée. Les scientifiques récupéraient les cadavres avec l'enthousiasme de chercheurs qui reçoivent du matériel frais. Les gardiens notaient voilà les morts dans des registres et passaient à la ligne suivante. Le système fonctionnait parce que personne ne le remettait en question, parce que la question elle-même n'existait pas encore. Chaque époque a ses ménageries, des lieux où l'on enferme le vivant en se persuadant que c'est nécessaire pour la science, pour l'éducation, pour la conservation, pour le progrès. Le roi avait ses enclos et ses grilles dorées. Ce que nous avons, nous, cette question-là, je vous la laisse. 3 siècles plus tard, ces animaux méritent qu'on se souvienne qu'ils ont existé. Pas comme des curiosités, pas comme des notes dans un inventaire, comme des êtres vivants pris dans un système qu'ils n'ont pas choisi. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. On ne fait que commencer. Si cette vidéo a changé votre regard sur Versailles, abonnez-vous. La suite est encore plus troublante. Un détail vous a marqué plus qu'un autre. Dites-le moi. C'est souvent dans vos commentaires que je trouve mes prochaines pistes.